Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne podcast, bienvenue pour ce 21e podcast de la saison. Je me présente Benjamin Ingelard, je suis avocat, diplômé en droit public et d'HEC Paris. Je suis l'avocat fondateur du cabinet du même nom Ingelard et Partners, constitué d'avocats exerçant en droit public. Nous sommes situés à Paris, Lyon, Lille et Arras et nous intervenons dans toute la France, notamment dans les matières de droit public. Alors, qui dit droit public dit notamment droit de la fonction publique, et qui dit droit de la fonction publique dit également le droit de la fonction publique d'État. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme le dit la miniature que vous avez certainement vue et qui a attiré votre attention, je vais aborder aujourd'hui les droits des fonctionnaires de police. Pourquoi faire valoir vos droits? Quels sont ces droits? Et pourquoi faire appel notamment à un conseil expert en matière de droit de la fonction publique des fonctionnaires de police? Alors, je vais revenir ici sur la plupart des droits en droit public des fonctionnaires de police. Notamment, j'annonce le programme, le menu. Nous allons voir notamment la clarification des droits liés à votre profession et les spécificités, les droits liés à la protection fonctionnelle, à la sanction disciplinaire, au recours contre les nominations illégales, à l'annulation des mutations, au harcèlement moral, le paiement de vos droits financiers ou encore les droits à retraite, l'exercice du travail et la contestation des notations et entretiens professionnels. Ça fait beaucoup de choses. L'objectif de ce podcast, c'est de résumer ces droits fondamentaux des fonctionnaires de police. Pour ceux qui suivent déjà la chaîne YouTube du cabinet, vous le savez, nous avons déjà abordé certaines de ces thématiques dans des podcasts dédiés. J'ai fait notamment 3 podcasts de 20 minutes chacun sur notamment le harcèlement moral du fonctionnaire, sur la sanction disciplinaire du fonctionnaire et également sur la protection fonctionnelle du fonctionnaire. Je vais donc reprendre ici ces thématiques de manière succincte, mais si vous souhaitez avoir des informations plus précises, n'hésitez pas à aller voir directement les podcasts dédiés. Alors pour entrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de partir du plus général au plus précis. Tout d'abord, à qui s'adresse ce podcast? Eh bien, vous êtes un fonctionnaire de police en service et à la retraite et vous recherchez des informations pour défendre vos intérêts. Il est dans votre intérêt de contacter un avocat, un cabinet qui va pratiquer le droit de la fonction publique et qui est expert notamment dans le droit de la fonction publique d'État. Alors, qu'est-ce qu'on entend notamment dans le cadre des spécificités liées à cette profession de fonctionnaire de police? Eh bien, que vous soyez employé par l'État ou, c'est moins l'objet ici, le fonctionnaire de police territoriale, mais ici on va aborder essentiellement la fonction publique d'État, votre titre vous confère de nombreux droits. C'est notamment connaître en fait ces droits, c'est important pour les défendre lorsqu'ils sont violés et bafoués. Et ce, quel que soit votre grade, gardien de la paix, brigadier, commandant divisionnaire, capitaine, commissaire, etc., etc. Sur les différents droits, vous pouvez faire valoir. Tout d'abord, l'un des droits que vous pouvez faire valoir, c'est le droit à la protection fonctionnelle. Alors, le droit à la protection fonctionnelle, c'est quoi? C'est la possibilité que vous sollicitiez en tant que fonctionnaire de police ce droit. C'est extrêmement important pour plusieurs raisons. On va d'abord voir ce qu'est le droit à la protection fonctionnelle. Comme vous le savez, c'est un principe de protection et d'indemnisation dont vous pouvez bénéficier en tant qu'agent de la fonction publique. La protection fonctionnelle, c'est la possibilité de bénéficier, lorsqu'elle est sollicitée, de la prise en charge intégrale de vos frais médicaux, mais aussi de vos frais d'avocat, vos frais de justice. C'est également la possibilité de bénéficier, comme son nom l'indique, d'une protection de votre employeur par rapport aux dommages que vous avez subis. Alors, la protection fonctionnelle, elle peut être sollicitée, et c'est comme je l'avais indiqué, ça a déjà fait l'objet d'un précédent podcast. La protection fonctionnelle va vous couvrir de toutes les blessures ou faits que vous avez subis dans le cadre de vos fonctions, de vos missions. Alors ici, on va parler de protection fonctionnelle, par exemple, lorsque vous allez être agressé sur le terrain, en mission, mais également pour toute blessure, pour tout trouble, pour toute problématique physique, psychologique ou psychique qui surviennent sur le lieu et le temps de travail. Ce qui veut dire, par exemple, et on l'omet trop souvent, que la protection fonctionnelle, vous allez pouvoir en bénéficier si, par exemple, vous êtes victime de troubles anxio-dépressifs en lien avec votre travail, autrement dit, notamment
le harcèlement moral ou des troubles psychosociaux. Comme vous le savez, les troubles psychosociaux, le harcèlement moral doivent être indemnisés. Eh bien, si vous êtes victime de troubles psychosociaux ou de harcèlement sur votre lieu de travail, eh bien, vous allez pouvoir solliciter la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que vous allez demander cette protection fonctionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception à votre employeur et le ministère va alors avoir 2 mois pour faire droit à cette demande. Si cette demande n'est pas exaucée, dans un délai de 2 mois, vous avez alors vous-même 2 mois pour saisir le tribunal administratif d'une demande de protection fonctionnelle. Ça prend la forme d'une requête. Alors concrètement, ce dispositif protège le fonctionnaire de police en lui garantissant une assistance juridique et, comme j'indiquais, la réparation des préjudices subis. Vous pouvez la demander pour un panel extrêmement large de faits. Par exemple, des atteintes volontaires qui vont porter préjudice à votre intégrité physique ou psychique, des menaces, du harcèlement, les injures, la diffamation, les violences et outrages. Donc si vous avez été victime de ces faits, n'hésitez pas à demander la protection fonctionnelle, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que vos frais vont être pris en charge, mais également si par la suite vous envisagez par exemple de mettre en place une action contre le ministère, le fait que vous ayez bénéficié de la protection fonctionnelle, c'est déjà une présomption du bénéfice de pouvoir avoir ultérieurement vos droits qui soient reconnus. La protection fonctionnelle, par exemple, et j'en terminerai là-dessus, si vous êtes victime d'une agression, vous déposez une plainte, il va y avoir une instruction pénale sur la plainte que vous avez déposée, eh bien le fait de bénéficier de la protection fonctionnelle, c'est-à-dire que vos frais de justice vont être pris en charge par votre employeur. Voilà pour la protection fonctionnelle. Second point pour faire valoir vos droits, c'est la contestation des sanctions disciplinaires. Là encore, j'ai réalisé un podcast complet sur la sanction disciplinaire et sur la procédure disciplinaire, mais également une petite vidéo de, me semble-t-il, 3 minutes où je vous explique vraiment comment préparer son conseil de discipline. Vous pouvez également retrouver ces vidéos sur la chaîne YouTube. Alors, une sanction disciplinaire peut être simple ou lourde, comme vous le savez, avec les différentes catégories, avertissement, blâme, mutation, rétrogradation, ou on parle de licenciement, mais en réalité, le terme, c'est la révocation. Si vous faites l'objet d'une procédure disciplinaire, vous pouvez également faire valoir vos droits. Faire valoir vos droits, c'est-à-dire que vous êtes en droit de, et c'est une obligation légale, déjà il faudra vérifier la légalité de la procédure, mais si on entend mettre à votre égard les sanctions les plus importantes, vous allez forcément être convoqué d'abord à un entretien préalable dans lequel votre employeur va vous exposer le fait que, alors vous allez recevoir une convocation en disant voilà, j'envisage de prendre à votre encontre une sanction disciplinaire compte tenu des faits qui vous sont reprochés. Donc vous allez être convoqué au moins 15 jours avant cet entretien. Vous pouvez y aller avec un représentant syndical ou avec un avocat. Et l'objectif de ce premier entretien, c'est de savoir précisément ce qu'il vous est reproché. Dans le cadre de la préparation de cet entretien, vous allez avoir aussi la possibilité d'accéder à votre dossier individuel administratif pour savoir réellement ce qui contient votre dossier. Par ailleurs, si vous faites l'objet de ce type de courrier, il est hautement probable que votre employeur envisage à votre encontre les sanctions les plus importantes. Et cela veut dire que, très probablement également, une enquête administrative interne est en cours. Cette enquête administrative interne, vous n'en avez pas forcément obligatoirement connaissance à ce stade de l'entretien préalable. C'est même plutôt rare. À l'issue de ce premier entretien préalable, vous allez ensuite recevoir une convocation devant le conseil de discipline. Cette convocation va vous être transmise et vous allez recevoir le rapport de saisine ainsi que l'intégralité de l'enquête administrative, ce qui constitue le dossier disciplinaire. Vous allez donc avoir l'enquête administrative ainsi que l'intégralité des pièces jointes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui témoignent contre vous, vous allez en être destinataire. C'est une obligation. C'est-à-dire que lorsque vous allez passer devant le conseil de discipline, 100% du dossier qui est entre les mains de la commission de discipline, obligatoirement, vous avez une copie absolument identique. Sinon, c'est une cause d'illégalité. Ça, c'est extrêmement important. Cette sanction disciplinaire, cette proposition de sanction est portée à votre connaissance et vous êtes convoqué devant le conseil de discipline. Devant le conseil de discipline, connaître ses droits, c'est rappeler plusieurs choses. D'une part, c'est de rappeler que la sanction, alors si j'étais vous, c'est de toujours d'abord rappeler à l'audience disciplinaire, dire voilà, monsieur le président, comme vous le savez, avant toute chose, avant d'entrer sur le fond des faits qui me sont reprochés, la première chose à rappeler, c'est que toute sanction disciplinaire doit être absolument proportionnée à la faute commise, mais aussi et surtout vis-à-vis du déroulé de la carrière de l'agent. Pour ça que je vous le disais, souvenez-vous tout à l'heure, l'importance d'avoir un dossier individuel administratif à jour, c'est de dire,
à l'instance disciplinaire, à faute égale, la sanction ne peut pas être égale. C'est de dire, voilà, peut-être que aujourd'hui me sont reprochés des faits disciplinaires, mais d'une part, je vous demande de garder en considération que je n'ai jamais été sanctionné disciplinairement auparavant, et ça a son importance. Ensuite, vous abordez le fond de la poursuite disciplinaire. Ce qui est important également, c'est d'aller rechercher des jurisprudences, de les citer, et aussi et surtout, n'hésitez pas à venir solliciter des témoignages par écrit, mais vous pouvez également demander à ce que des témoins soient cités devant le conseil de discipline. Si vous souhaitez avoir un délai complémentaire pour préparer votre défense disciplinaire, vous avez le droit de solliciter une demande de report. Vous avez le droit à un report, mais attention, ce report n'est pas obligatoire ni automatique. À l'issue de cette audience disciplinaire, vous allez prendre connaissance de l'avis du conseil de discipline, et une fois que cet avis aura été rendu, c'est le ministère qui prendra l'arrêté de sanction. Cet arrêté de sanction disciplinaire pourra lui-même faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif et également d'un recours en référé-suspension. Le recours en référé-suspension, c'est dans l'optique d'obtenir la suspension de la décision dans des délais restreints. C'est-à-dire que gardez toujours à l'esprit que le conseil de discipline, devant lequel vous allez vous défendre dans un premier temps, émet un avis simple. C'est un simple avis. C'est le ministère qui décidera. Si le conseil de discipline choisit par exemple, je dis n'importe quoi, une exclusion de 3 mois, le ministère peut très bien décider la révocation. C'est un arrêté. Et c'est cet arrêté, attention, vous allez avoir 2 mois pour le contester. Pour contester cet arrêté, eh bien, ça va prendre la forme d'un recours en excès de pouvoir, en annulation, et vous pouvez doubler ça d'un recours en référé-suspension. Là encore, comment rédiger votre recours en excès de pouvoir et comment rédiger votre recours en référé-suspension, je ne vais pas reprendre ici tous les éléments puisque ça a fait l'objet de podcasts. Vous avez un podcast sur le référé-suspension et un podcast sur le recours en excès de pouvoir que j'ai réalisé en début d'année et que vous pouvez également retrouver sur la chaîne. Troisième point que nous allons aborder, c'est la problématique liée aux mutations. Alors pourquoi est-ce que j'aborde ce point ? Parce que c'est vrai que c'est une problématique, vous le savez si vous êtes fonctionnaire de police, que c'est un point qui fait souvent l'objet de vives tensions ou de beaucoup de contestations. Vous pouvez être muté, comme vous le savez, pour plusieurs raisons, et si vous faites l'objet d'une mutation, attention, il se pourrait en réalité que, alors parfois, souvent c'est dans le cadre d'une évolution professionnelle normale, ça peut être également suite à une demande, mais parfois, il se peut que ce soit en réalité une sanction disciplinaire déguisée. Sanction disciplinaire déguisée, c'est-à-dire, c'est bien souvent ce qu'on trouve. Tiens, je vais te muter dans l'intérêt du service. Alors ça, c'est un peu un fourre-tout. C'est-à-dire, dès qu'il y a le moindre souci, au mieux d'engager une procédure disciplinaire qui va exiger des garanties et des droits très importants pour le fonctionnaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les précédentes minutes, eh bien, la ministère, c'est plus simple de dire, voilà, je ne veux pas, entre guillemets, m'embêter à mettre en place une procédure disciplinaire, mais je vais te muter dans l'intérêt du service. Mais en réalité, c'est une sanction disciplinaire déguisée. C'est qu'on va vous faire des reproches, on va vous recevoir, vous allez comprendre quand on vous fait des reproches, mais en fait, on va vous muter. Eh bien, ça, c'est totalement contestable. Vous pouvez faire un recours en excès de pouvoir, doublé d'un référé suspension. C'est-à-dire que vous allez contester devant le juge administratif en référé cette mutation en disant que c'est une sanction disciplinaire déguisée. Alors, également, un point que nous allons aborder, c'est le recours en harcèlement moral. Sur ce point également, je vous invite à vous référer à un podcast qui a déjà été réalisé. Le harcèlement moral, c'est quoi ? C'est des agissements répétés, réitérés, qui ont pour incidence une dégradation de votre état de santé physique ou psychique. Alors, si vous voulez mettre en place une action pour harcèlement moral, ce que je vous conseille dorénavant, parce que les juridictions sont parfois un peu frileuses pour accepter la notion de harcèlement, mais condamnent de plus en plus les employeurs publics sur le fondement des RPS, les risques psychosociaux, ou le défaut de l'employeur de garantir la santé et la sécurité de ses agents sur leur lieu de travail. Alors le harcèlement moral, c'est malheureusement extrêmement courant dans les institutions policières puisque vous avez des conditions de travail qui sont extrêmement compliquées. Il faut savoir que le harcèlement moral peut être commis soit par un supérieur hiérarchique, mais également par un collègue ou un subalterne. Deux possibilités, soit vous agissez au pénal. Alors pénal, attention, vous allez déposer une plainte contre une personne en particulier, pas contre l'institution ni contre le ministère, vous allez déposer une plainte contre une personne, contre un collègue, contre un supérieur. Vous pouvez, et moi j'opte plutôt pour cette
possibilité, mettre en place une action indemnitaire devant le juge administratif. La différence entre la plainte pénale et l'action administrative, c'est que l'action administrative, vous allez demander la condamnation du ministère, c'est-à-dire que vous allez non pas viser une personne en particulier, mais vous allez reprocher à votre employeur le fait qu'il n'ait pas pris de mesures pour faire cesser les troubles que vous subissez. C'est de dire, 1, je démontre un lien de causalité entre mes conditions de travail et la dégradation de ma santé, sans forcément viser une personne en particulier, avec des éléments médicaux, la commission de réforme, etc. Et 2, je vous démontre que mon employeur ne pouvait ignorer mes conditions de travail. Il a été alerté sur le fait que j'allais mal, que j'étais harcelé, que j'étais en difficulté physique ou psychique, et que c'est bien mes conditions de travail qui en sont à l'origine. Donc ça prend l'objet d'un recours indemnitaire devant le tribunal administratif. N'oubliez pas, avant de faire un recours indemnitaire devant le juge administratif, de faire le recours préalable indemnitaire. C'est extrêmement important. Il faut d'abord lier le contentieux. C'est-à-dire qu'il faut que vous notifiez un recours indemnitaire par courrier recommandé avec accusé réception avant de saisir le juge administratif. Voilà pour le harcèlement moral. Comme j'ai indiqué, on a fait un podcast d'une 20aine de minutes sur le sujet. N'hésitez pas à aller le voir, l'écouter plutôt pour avoir toutes les informations utiles. Alors également, en lien avec le harcèlement moral, c'est l'indemnisation des accidents de travail. Indemnisation des accidents de travail, c'est lorsque, je l'ai indiqué précédemment, c'est lorsque vous êtes en arrêt de travail, admettons, d'accord. Le piège à ne surtout pas, lequel on ne faut surtout pas tomber, c'est de vous transmettre votre arrêté de travail, c'est de rester par exemple en congé ordinaire, ou en congé longue durée, ou en congé longue maladie. C'est une hérésie si vous estimez que ce sont vos conditions de travail qui en sont à l'origine. Il faut absolument, impérativement imposer à votre employeur que la reconnaissance en imputabilité, accident de service, imputabilité au travail soit reconnue. Ça prend quelle forme ? Eh bien, vous envoyez votre demande par LRAR à votre employeur en disant voilà, j'ai été en arrêt de travail de telle date à telle date. Je veux que la commission de réforme soit saisie et qu'elle puisse statuer sur l'imputabilité au service de mon accident. Dans ce cas, votre employeur, il a 3 semaines pour transmettre à la dite commission. Si ce n'est pas transmis, vous pouvez écrire directement à cette commission. La commission va vous écrire et vous allez pouvoir transmettre l'intégralité de votre dossier médical. Vous allez être ausculté par un médecin expert qui va rendre ses conclusions et son avis sur l'imputabilité. C'est important parce que à partir du moment où vous avez l'imputabilité qui est reconnue, vous allez avoir une juste indemnisation de la part de l'administration. En cas de contentieux également, on peut mettre en place ce qu'on appelle un référé expertise devant le juge administratif. Donc ça, ce sont des éléments qui sont quand même très importants. C'est importantissime de solliciter la reconnaissance de votre accident de travail si vous envisagez mettre en place une action indemnitaire en harcèlement ou en troubles psychosociaux. Parce que ça va vraiment vous simplifier la tâche, ça va nous simplifier la tâche en tant qu'avocat et ça va simplifier la tâche également du magistrat pour rendre sa décision. Donc ça, c'est extrêmement important. Les 2 derniers points que nous allons aborder, c'est l'indemnisation, notamment la liquidation de vos droits de retraite. Sur ce point, c'est parfois extrêmement complexe et nous pouvons demander ici au cabinet la demande de liquidation de vos droits à la retraite, c'est-à-dire que nous allons pouvoir sécuriser vos droits, les calculer et s'assurer que vous touchez bien ce à quoi vous avez le droit. Alors également, ça on dévie un peu du sujet de la retraite, mais vous pouvez également solliciter ce qu'on appelle la rupture conventionnelle dans le cadre de la fonction publique. Et nous vous accompagnons sur ce sujet, notamment avec le calcul du montant auquel vous avez le droit et sur comment négocier. Sur ce point encore, je suis désolé pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début, mais je me répète, mais on a fait un podcast complet sur la rupture conventionnelle. Le dernier point sur lequel nous pouvons également vous accompagner, il s'agit de la contestation des évaluations, des notations suite aux entretiens professionnels. Puisque conformément au statut général des fonctionnaires, comme vous le savez, vous êtes évalué chaque année. Et bien là-dessus, nous formulons pour vous les recours administratifs devant les CAP, les commissions administratives paritaires, les recours gracieux hiérarchiques, mais également les recours devant le juge administratif. Voilà, vous l'aurez compris, il y a énormément de choses à vérifier en tant qu'agent de la fonction publique d'État, en tant que fonctionnaire de police. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations, bien entendu. Si vous avez des idées de podcasts complémentaires, faites-nous signe. Les 20 minutes sont écoulées. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce podcast vous a plu. Merci.